C-School, la radio qui chamboule. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e émission de Radio C-School, la radio qui chamboule. Je suis Solena, la présentatrice de cette émission de Radio C-School. Nos journalistes Adèle, Pierre, Margot, Alix, Nilam et Louis vont nous présenter de l'actualité à l'IFS avec les événements de janvier et février, du sport féminin, puis ils nous parleront de films et de musique, de découvertes et de mystères de l'histoire. Enfin, nous terminerons avec la rubrique métier. Nous recevrons Loïs Bastide, sociologue. Nous allons maintenant commencer la rubrique actualité à l'IFS avec Nilam. Le mercredi 11 janvier 2023, une troupe de comédiens venus de France a joué à l'IFS une pièce de théâtre intitulée « Mariage forcé ». Il s'agit plus précisément d'un diptyque reprenant 2 pièces de Molière, l'une avec des costumes de l'époque de Molière et l'autre avec une mise en scène contemporaine. De nombreuses classes du collège et du lycée ont assisté à ce spectacle dans l'amphithéâtre de 1900, côté primaire. De plus, à l'occasion du Nouvel An chinois, l'IFS a organisé le vendredi 20 janvier un spectacle du dragon devant le 3C pendant la récréation de 10h et a invité les élèves de la maternelle au lycée à s'habiller en rouge. Du 7 au 9 février, la Coupe d'Asie-Pacifique de volleyball et de badminton a fait son retour à l'IFS dans le cadre d'un projet de la zone Asie-Pacifique appelé PROSAP. Les élèves pouvaient assister à cet événement depuis le gymnase 3000 côté secondaire pour les matchs de volley et le gymnase 2900 côté primaire pour les matchs de badminton. Les équipes venaient de nombreux établissements français de la zone, en particulier d'Indonésie, du Japon, du Vietnam, de la Corée, du Cambodge, de Thaïlande, de Bali, de Hong Kong, d'Australie, et l'invité spécial était la France. Par ailleurs, du 14 au 16 février, l'IFS a organisé une conférence avec Jean-Olivier Viou sur le procès de Klaus Barbie, un ancien nazi qui a été jugé le 11 mai 1987. Ce long procès, qui avait duré 145 enregistrements de débats, était très curieux. Cette conférence était ouverte aux élèves, mais aussi à toute la communauté éducative, y compris les parents d'élèves. Et pour finir cette rubrique, un carnaval déguisé est organisé le 24 février 2023. Chaque classe devait choisir un thème pour se déguiser. Merci Nilam de nous avoir présenté la rubrique actualité à l'IFS. Nous passons maintenant à la rubrique sport avec Alix qui nous parle de sport féminin. En effet, je vais vous parler de tennis et de gymnastique. D'abord en tennis, le samedi 28 janvier a lieu la finale femmes de l'Open d'Australie, gagnée par la Biélorusse Aryna Sabalenka contre la Kazakh Elena Rybakina, grâce à un gros travail technique. Quant à nos Françaises, c'est Caroline Garcia qui a allé le plus loin, mais qui malheureusement a perdu contre la Polonaise Magda Linette en 8e de finale. Je vais aussi vous parler de Anne Keum, une gymnaste alsacienne qui vient d'écrire à 26 ans son autobiographie intitulée « Gymnaste à la recherche de l'équilibre ». Elle y raconte ses accidents, son expérience londonienne, ses sentiments au JO, du Brésil et la peur de ses proches. Née en 1996 en Alsace, c'est à 13 ans qu'elle intègre le club de l'INSEP et l'équipe gymnaste de France un an plus tard. À 15 ans, elle est sélectionnée pour les JO de Londres, où elle est la plus jeune membre de la délégation française. Suivant 7 autres saisons au sein de l'élite et une autre participation aux Jeux Olympiques. Quel parcours! Merci à Alix de nous avoir présenté la rubrique sport. Maintenant, passons à la rubrique culture avec Margot et Pierre qui nous présentent 2 films, une série et de la musique. Pour les nouveautés musique, je vais vous parler du nouvel album d'Ava Max nommé Diamonds and Dance Floor, sorti le 27 janvier 2023. Cet album est le 2e album d'Ava Max enregistré en studio. Avant de publier l'album, elle a précisé que son album sera le plus personnel de tous. C'est plutôt un album pop ou pop dance. Dans la chanson qui porte le même nom que l'album, Ava Max nous parle d'un chagrin d'amour qu'elle a vécu. On peut donc dire que cet album sera le plus personnel de sa carrière. Pour les sorties films, je vais vous parler du nouveau Marvel, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. C'est un film américain qui a été réalisé par Peyton Reed et dont la sortie est en février 2020. Il fait partie de l'univers des films Marvel et du 3e film mettant en scène Ant-Man. C'est un Marvel comic. Après avoir affronté le titan Thanos, les héros Scott Lang, alias Ant-Man et sa femme Hop Pym sont devenus célèbres dans le monde
monde d'après leur acte de bravoure. Tout va pour le mieux. Scott a écrit un livre et Hope défend des causes humanitaires. Ils profitent de leur vie de famille avec les parents de Hope et leur fille Cassie. Celles-ci partagent leur passion pour la science et la technologie et surtout le domaine quantique. Cela va entraîner de nouvelles aventures dans un monde nouveau, avec d'étranges créatures, un monde en guerre, ils vont devoir retrouver le chemin de leur maison. Merci Pierre. Nous continuons les sorties films avec Margot. Pour les sorties films, je vais vous parler d'un film nommé Comedy Queen, sorti le 2 novembre 2022. On peut le regarder à partir de 11 ans. Pour Sacha, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont naturellement drôles et ceux qui peuvent le devenir. Sacha, elle, fait partie de la deuxième catégorie. Pour ne pas ressembler à sa mère, qui était toujours triste, elle décide de devenir une pro du stand-up. Son but est de faire à nouveau rire son père. Et elle commence par se couper les cheveux, car tout le monde lui dit qu'elle ressemble à sa mère. Puis, elle va enchaîner les bêtises. Ce film déborde d'amour et d'humanité et vous fera passer de l'éclat de rire le plus fort aux pleurs les plus doux. Pour changer un peu, je vais vous parler d'une série que la plupart d'entre vous connaissent, la série Mercredi. Cette série produite par Tim Burton parle de l'ado de la famille Adam qui s'appelle Mercredi. Après s'être fait renvoyer une énième fois d'un collège, Mercredi va se retrouver à Nevermore, un lycée pour les êtres étranges, les marginaux et autres êtres farfelus avec des membres en plus. Bref, appelez-les comme vous voulez. Mercredi, elle, a des talents de médium et elle peut avoir des visions de l'avenir des gens avec qui elle prend contact. Je vous conseille cette série car à chaque fin d'épisode, on est saisi par le suspense. Voilà pour les nouveautés séries. Un très grand merci à Pierre et Margot de nous avoir présenté la rubrique culture avec cette série, films et musique. Maintenant, écoutons Louis qui va nous présenter la rubrique découverte. Lors d'une expédition en novembre 2021, le professeur Alejandro Ortega et son équipe ont découvert 3 nouvelles espèces de serpents en Équateur. Ils étaient à la base à la recherche de crapauds dont on pensait que l'espèce était en voie de disparition. Une habitante de la région les a accueillis chez elle et entendu qu'ils discutaient d'amphibiens et de reptiles. La femme leur a alors dit qu'elle voyait fréquemment au cimetière des serpents. Et pendant qu'elle relatait l'apparence, Alejandro Ortega suspecta qu'il s'agissait de l'espèce serpent qui passait énormément de temps sous la terre et qui n'avait pas été mentionné dans les archives Lathractus. Le professeur et ses compagnons sont donc allés au cimetière et alors là, ils ont trouvé 2 serpents, précisant d'abord qu'aucune tombe n'avait été touchée. Le biologiste a ajouté que les 2 serpents étaient près des tombes dans la terre. La découverte de ces serpents au ventre jaune suffit à convaincre l'équipe de rester. 2 autres espèces ont ensuite été repérées et nommées. Celle d'Artractus sgap, trouvée près d'une vieille église, et celle d'Artractus michaelasabi, dénichée près d'une école et désignée ainsi en l'honneur de Michael Sibini, un jeune naturaliste. Malheureusement, 2 de ces espèces découvertes sont déjà menacées d'extinction. Beaucoup meurent tués par des pierres, des machettes ou encore écrasés sur la route. Triste fin pour ces serpents à peine découverts. Merci à Louis de nous avoir fait découvrir ces nouveaux serpents. Maintenant, passons à la rubrique Mystère de l'histoire avec Adèle qui va nous raconter un charmant mythe japonais qui peut peut-être vous surprendre. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende japonaise d'un mystérieux tunnel. Prenez garde, âme sensible, car les fantômes et la mort y sont tout ce qu'il y a de plus banal et habituel. Alors accrochez vos ceintures. En effet, la sombre légende dont je vais vous parler est celle du tunnel Kiyotaki, au Japon. Ce tunnel maudit qui relie le nord de la zone d'Arashiyama à la ville voisine Saga-Kiyotaki fait 444 mètres de long, ce qui est un très mauvais présage, car en Asie et surtout au Japon, le chiffre 4 est synonyme de mort. Ça fait donc mort, mort, mort. Le tunnel aurait été creusé dans les années 1930 et dans d'affreuses circonstances, puisque de nombreux ouvriers sont décédés dans le tunnel pendant la construction. Déjà, ces 2 conditions réunies sont très très mauvaises et la suite va pouvoir nous confirmer cela. Selon la funeste légende, les âmes des ouvriers morts pendant le chantier errent encore et il est possible de les croiser. Des personnes déclarent que si on traverse le tunnel en voiture, un fantôme pourrait s'y installer paisiblement à côté du conducteur.
ce qui pourrait l'amener à perdre le contrôle du véhicule, provoquant ainsi la mort de tous ceux qui étaient dans la voiture. Mais ce n'est pas fini. Même si par un miracle extraordinaire, vous parvenez à garder votre sang-froid, une nouvelle surprise vous attend au milieu du tunnel. En effet, un miroir y est posé, on ne sait comment, et si vous apercevez un fantôme de ce miroir, vous risquez de mourir dans des souffrances atroces. Non, en fait, vous ne risquez pas de mourir, vous mourrez, tout simplement. Ainsi est fait de la légende. Malheureusement pour vous, ce n'est pas la fin de cette effroyable traversée. Oh non, il vous reste encore une ultime étape à passer, celle du changement de longueur. Et oui, selon l'heure de la journée, il est dit que le tunnel change de longueur. Par exemple, vous pouvez partir à, mettons, 14h et le tunnel va vous paraître interminable. Au contraire, disons à 18h, vous pouvez traverser ce tunnel et le trajet vous semblera durer quelques secondes. Si par extrême malchance, vous mourrez dans ce tunnel, vous rejoignez pour l'éternité, et je dis bien pour l'éternité, les autres âmes errantes du tunnel Kiyotaki. Ce qui, avouons-le, est long. Très long. Chers auditeurs, croyez-moi, il vaut mieux ne pas aller dans ce tunnel. Retenez bien pour ne pas y aller, c'est le tunnel Kiyotaki. Nous remercions Adèle pour ce fameux et charmant mythe japonais qui nous a glacé le sang. Nous écouterons la deuxième légende japonaise dans le prochain épisode. Nous accueillons Louis Bastide qui va nous parler de son métier de sociologue et va nous permettre de mieux connaître ce métier pas toujours très connu. Bonjour Monsieur Bastide. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau. Je donne la parole à nos journalistes Milam et Louis qui va vous interviewer. Bonjour Monsieur Bastide, bienvenue. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter ? Bien, je suis Louis Bastide, donc je suis sociologue. Vous exercez un métier très intéressant qui demande de la patience que très peu de personnes connaissent. Ce métier consiste à comprendre le fonctionnement de la société en cherchant des indices auprès de la population, en faisant des études et des enquêtes. En quoi consiste ce métier ? Oui, effectivement, le métier consiste à s'intéresser à ce qu'on appelle la société. Pour le dire simplement, c'est les relations entre les personnes. Donc, moi, mon métier, c'est effectivement de mener des enquêtes qui permettent de comprendre des phénomènes qui se déroulent dans des groupes sociaux. Le spectre de recherche de la sociologie est très vaste. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la sociologie, quelles sont les spécialités ? Alors en sociologie, on peut toucher à tout ce qui est en relation avec l'humain finalement. Donc on peut s'intéresser vraiment à toutes sortes de thématiques, que ce soit le sport, la santé, des thématiques un peu plus compliquées comme la violence, la migration dont je m'occupe beaucoup. Et vous, quelle est votre spécialité ? Alors ma spécialité, moi, ce sont les migrations essentiellement. Ma thèse portait effectivement sur les migrations en Asie du Sud-Est. Et puis par la suite, je me suis intéressé à bien d'autres sujets. Quelle différence y a-t-il entre la France et Singapour au niveau de la sociologie ? Oui, il y en a énormément. Déjà, on est dans des systèmes de gouvernement qui sont très différents, dans des tailles de population qui sont aussi très différentes, des histoires. En sociologie, on s'intéresse toujours aussi à l'histoire, c'est-à-dire que les sociétés ont une histoire qui permet d'expliquer aussi ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, évidemment, les histoires sont extrêmement différentes entre ici et la France. Singapour, c'est une ancienne colonie, donc ça a toutes sortes d'impacts et ça permet d'expliquer un certain nombre de choses dans la société singapourienne d'aujourd'hui qui sont très différentes de ce qu'on verrait en France sur des sujets similaires. Comment faites-vous vos enquêtes ? On a différentes manières de travailler. On fait soit des enquêtes qualitatives, on va observer les milieux sociaux qui nous intéressent. Par exemple, on va se poster, mettons, dans une gare et voir comment les gens circulent dans la gare, quelles interactions on peut observer. On fait beaucoup d'entretiens. On va rencontrer des gens avec lesquels on va parler. Et puis, on a les approches qu'on appelle des approches quantitatives, où là, on va compter les choses, avec l'idée de statistique. C'est un outil sociologique aussi. Quand vous étiez enfant, vous voulez être sociologue ? Non, je pense que c'est une vocation qui arrive assez rarement à cet âge-là. Ce que j'avais envie de faire, moi, quand j'étais petit, c'est archéologue. Donc, je ne l'ai pas fait, j'ai fini par être sociologue, mais la sociologie, déjà, en fait, les enfants connaissent assez peu ce métier. Donc, il faut déjà avoir navigué un peu dans le système éducatif pour savoir que ça existe. Travaillez-vous dans une entreprise ou vous travaillez tout seul ? Alors, moi, je suis fonctionnaire de l'État français. Pourquoi avez-vous eu envie de devenir sociologue ?
sociologue. Quand vous vous intéressez aux choses qui se passent dans le monde, vous avez envie de les comprendre. Et la sociologie, c'est une discipline qui vous permet ça. Quelle étude faut-il faire pour être sociologue? Je suis ce qu'on appelle un enseignant-chercheur, c'est-à-dire un prof, mais à l'université. Donc, ce qu'il faut, c'est faire ce qu'on appelle un doctorat. C'est-à-dire, dans les études supérieures, vous avez la licence, le master, et ensuite, vous pouvez continuer sur un doctorat. Donc, il y a un diplôme de recherche. Une fois le doctorat obtenu, alors, soit vous pouvez exercer, par exemple, ouvrir un cabinet de sociologie. Vous pouvez travailler pour toutes sortes d'institutions qui cherchent la compétence sociologique. Et puis ensuite, si vous voulez faire de la recherche à proprement parler, c'est-à-dire dans les grandes institutions de recherche, il vous faut passer les concours pour être recruté à l'université ou, par exemple, au CNRS. Quel événement vous a le plus marqué dans votre travail? C'est pas un événement en particulier, c'est des enquêtes plutôt. Comme je travaille ici beaucoup sur les migrations et notamment les migrations de ces femmes qui viennent exercer comme maids, comme on dit, à Singapour, dans ce type d'enquête, vous rencontrez des gens qui ont des parcours extrêmement difficiles, donc c'est assez prenant. À Tahiti, j'ai fait une autre enquête qui portait sur les violences familiales, là encore. Tu peux imaginer que c'est des sujets qui sont assez prenants. Comment se passent vos journées de travail? Moi, mes journées de travail, elles sont très libres en fait. Lorsque je suis sur mon poste en France, on a deux choses. Lorsqu'on est sur les périodes d'enseignement, on est assez pris par l'enseignement. Et puis pour le reste, on s'organise tout seul. Moi, je travaille très souvent à la maison et le travail, ça se résume à lire des choses, à travailler sur les matériaux qu'on a collectés lors de nos enquêtes pour les analyser et puis à écrire, puisqu'on publie des choses sur nos travaux qu'on va formaliser dans des livres, des articles. Sur quoi travaillez-vous avant d'aller à Singapour? Polynésie française, j'ai fait plusieurs choses. J'ai travaillé donc sur les violences familiales parce que c'est un gros problème sur ce territoire-là. Et puis à partir de là, j'ai construit un gros programme de recherche qui vise à faire quelque part la radiographie de la société tahitienne d'aujourd'hui parce qu'on a quasiment plus de recherches qui aient été faites à Tahiti en sciences sociales depuis les années 80. Merci d'avoir eu la patience de répondre à nos questions. Merci, c'était super. Merci à vous. Encore un grand merci à Monsieur Basti d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté son métier de chercheur social. Et voilà, c'est terminé pour cette radio de C-School. Nous remercions Adèle, Pierre, Ninam, Alix, Louis et Margot pour toutes ces informations. Nous vous remercions de nous avoir écoutés sur ce 3e épisode de C-School. À très bientôt pour le prochain épisode. C-School, la radio qui chamboule.